Bonjour, donc nouvelle capsule qui va être sur la théorie de la justice de Rawls. Pour vous situer, la perspective de Rawls est une perspective qui est contemporaine. Donc, il a publié sa théorie de la justice en 1971. C'est assez récent et Rawls a enseigné à l'université Harvard. Il est décédé en 2002, donc c'est dans le contexte contemporain. Et ce qui est de particulier dans la théorie de Rawls, c'est qu'il va s'intéresser seulement qu'à deux questions particulières sur la justice. Il y a une perspective déontologique, donc même type de courant que Kant, c'est la manière de faire qui l'intéresse et non pas l'évaluation des conséquences comme dans l'utilitarisme ou conséquentialisme. Donc, c'est la manière de faire perspective déontologique comme Kant, sauf que Rawls considère que il y a, ou en fait, il n'y a pas la prétention de pouvoir apporter une nouvelle théorie par rapport aux théories existantes. Donc, il va plutôt considérer que sur les différentes questions éthiques de façon générale, il y a déjà des théories existantes. Donc, si on fait le parallèle avec la théorie de Kant, ben, sur des questions, est-ce que éthiquement, on devrait considérer que c'est quelque chose de moralement acceptable, de bien, le suicide, l'euthanasie, l'avortement, l'aide médicale à mourir, etc. Ben, la perspective de Kant, les partisans de cette perspective-là vont prétendre qu'on peut répondre en essayant d'universaliser pour voir si ça fonctionne. Donc, l'ensemble des questions éthiques peuvent être traitées par l'approche du devoir de Kant, peuvent être traitées aussi par l'approche utilitariste dans l'évaluation des conséquences. Rawls considère que sur les questions éthiques de façon très large, générale, il n'y a pas une nouvelle perspective qui est en mesure d'apporter. Par contre, il va considérer qu'il y a deux questions qui touchent les questions sur la justice qui sont plutôt négligées, sur lesquelles il y a des débats importants et pour lesquels Rawls considère qu'il pouvait apporter quelque chose de nouveau. Donc, en 1971, il va publier un livre qui s'appelle Théorie de la justice, qui est en fait une reprise de différents articles qu'il a écrits, publiés dans la décennie qui suit, années, donc décennie des années 60 aux États-Unis, peut-être pour vous mettre en contexte, se rappeler la décennie des années 60 aux États-Unis, c'est entre autres décennie où il y a les luttes pour les droits civiques, les droits civils aux États-Unis. Les droits ne sont pas les mêmes pour tous les individus selon l'origine ethnique. Il y a des débats importants aussi en économie entre des perspectives libertariennes où on considère qu'on doit davantage laisser le libre marché établir ses propres équilibres avec le moins d'intervention possible de l'État. D'autres perspectives qui vont considérer qu'il doit y avoir beaucoup plus d'intervention de l'État. Donc, c'est dans ce paysage-là que Rawls va publier sa théorie de la justice. Donc, c'est pas une perspective éthique de façon large, générale, comme les autres théories qu'on a vues. C'est une perspective en philosophie politique où Rawls va s'intéresser seulement qu'à deux questions. Les deux questions auxquelles il s'intéresse, c'est quels droits et libertés on doit accorder aux individus et ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que les inégalités économiques sont acceptables? Et si oui, à quelles conditions est-ce que les inégalités économiques sont acceptables? Je vous donne tout de suite les réponses auxquelles Rawls va arriver, puis ensuite on va reprendre quel est le raisonnement de Rawls et quelle est sa justification. Mais la première question, quelle liberté, droit et liberté est-ce qu'on doit accorder aux individus? Ça va donner le premier principe de justice de Rawls, qui est en même temps sa réponse, où Rawls va défendre l'idée qu'on doit donner le maximum de droits et libertés de façon égale pour tous. Donc, dans l'application concrète dans le contexte de Rawls aux États-Unis, décennie des années 70, quand il va publier, ben, il va militer pour que les droits civiques soient les mêmes pour tous, sans distinction de classe sociale, d'origine ethnique, de questions à savoir est-ce qu'on est
des résidents du pays de première génération, deuxième génération, troisième génération avec l'immigration, tout ça. Donc, premier principe de Rawls, même droits et libertés pour tous. Deuxième principe de justice de Rawls, qui va être la réponse à sa deuxième question, puis encore là, j'énonce la prise de position de Rawls, puis on va reprendre ensuite la justification, le raisonnement. Deuxième principe, c'est qu'il va regarder, il va dire, bon, est-ce que les inégalités économiques sont acceptables? Et la réponse de Rawls, c'est oui. Pourquoi est-ce que la réponse de Rawls est oui, dans un premier temps? C'est qu'il va dire, si on considère que les inégalités économiques ne sont pas acceptables, l'application concrète, c'est qu'il faudrait donc, pour être éthique, juste, qu'il n'y ait pas d'inégalités économiques si elles sont par principe inacceptables. Sauf que si on considère qu'il doit y avoir aucune inégalité économique, ça veut dire qu'une personne qui fait un emploi quelconque, peu importe l'emploi, qui travaille 40 heures semaine, devrait avoir exactement la même paye qui lui est versée dans son compte en banque que la personne qui fait exactement le même emploi pour exactement la même entreprise, mais qui, pour plein de raisons, décide de travailler, par exemple, 10 heures par semaine. Donc, Rawls se dit, bien, probablement qu'on trouverait injuste que pour un emploi équivalent, le même, avec les mêmes tâches, etc., que la personne qui travaille 40 heures soit payée exactement le même montant que la personne qui travaille 10 heures ou 3 heures par semaine. Donc, on va dire, bien, pour reconnaître le train de travailler, les efforts, il faut qu'il y ait des inégalités. Il faut que tout le monde n'ait pas la même somme d'argent déposée dans son compte en banque si on veut reconnaître le travail. Même chose pour l'effort ou pour la durée des études. Si le médecin spécialiste doit avoir exactement le même salaire que s'il avait décidé de lâcher l'école après le primaire, Rawls se dit qu'il n'y aurait pas de motivation. Donc, pour ce qui est de la reconnaissance de l'effort, des heures travaillées, du mérite à essayer de développer son potentiel, ça peut être aussi la prise de risque. Le monteur de ligne, par exemple, va avoir un emploi qui peut être plus à risque, donc il y a une compensation financière. Donc, pour plein de raisons, Rawls se dit il est juste que le montant versé dans un compte en banque ne soit pas exactement le même pour tout type de travail ou même pour l'absence de travail. Donc, Rawls, première partie de sa réponse à la question, est-ce que les inégalités économiques sont acceptables? Rawls va dire oui, parce que sinon, ça impliquerait que pour être juste, tout le monde doit avoir exactement le même revenu, exactement les mêmes sommes dans les mêmes héritages, même à la limite, même somme dans son compte en banque. Donc, première partie va dire on doit accepter qu'il est juste qu'il y ait des inégalités économiques, donc que tout le monde n'ait pas exactement le même revenu. Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie la plus importante pour Rawls, c'est qu'il va se demander si les inégalités économiques doivent être acceptées pour avoir un traitement juste, pour reconnaître l'effort, le travail, la prise de risque, etc., les heures travaillées. Il va dire, ce qui reste à trancher, c'est dans quelles conditions est-ce que les inégalités sont acceptables. Et là, ça va amener une clause où Rawls va dire les inégalités économiques sont acceptables si et seulement si elles apportent un bénéfice aux plus désavantagés et qu'elles viennent, ces inégalités-là, qu'elles viennent compenser des inégalités non méritées dues à la loterie de la naissance. Ça va être le principe, dans le fond, pratique, dans son application pratique, va être le principe des impôts. Donc là, juste pour se replacer, la théorie de la justice de Rawls, ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas une théorie éthique au sens large, général, c'est une théorie en philosophie politique où Rawls s'intéresse à seulement deux questions. Les droits et libertés qu'on doit accorder aux gens dans une société et la gestion des inégalités économiques, avec les prises de position ou les principes que je viens de vous énoncer dans le Code Rawls. Maintenant, ce qu'on va regarder et ce que je veux synthétiser avec vous,
c'est la démarche de Rawls. Pourquoi est-ce qu'il en vient à ces deux principes-là? Donc, ça va être sa théorie, ça va être ses justifications et ça va permettre aussi de mieux saisir pourquoi est-ce qu'il en vient à ces principes-là. Donc, dans la capsule, c'est ce que je vais résumer. Ensuite, dans une capsule qui suivra, je reprendrai les débats qu'il y a autour de ces principes-là parce que tous ne sont pas d'accord avec les principes de Rawls. Donc, pour ce qui est de la théorie de Rawls ou sa démarche, donc vous avez ça dans les notes à partir de la page 42, donc dans vos notes de cours, page 42 et suivante. Donc, la première étape pour Rawls, c'est d'essayer de se donner une méthode pour réfléchir à ces questions-là. Les deux questions, quelle liberté est-ce qu'on doit donner et est-ce que les inégalités sont acceptables d'un point de vue social et économique? Et Rawls, évidemment, est conscient que même s'il a la prétention de pouvoir apporter quelque chose de nouveau sur ces questions-là, évidemment, il sait que ces questions-là se sont posées de tout temps, même dans l'Antiquité, on se demandait, on se posait ces deux questions-là. Et Rawls est conscient aussi qu'il y a plusieurs débats. Par contre, là où Rawls pense pouvoir apporter quelque chose de nouveau, c'est que, va dire, habituellement, les débats se font de façon très polarisée et sont habituellement liés, en fait, au groupe d'intérêt. C'est-à-dire que si je fais partie d'une classe sociale dominante, je pourrais être tenté, par exemple, à ne pas donner les mêmes droits et libertés à tout le monde. Je pourrais être tenté à dire, on va donner moins de droits et libertés à ceux qui ont une citoyenneté plus récente par rapport à l'immigration ou par rapport à ceux qui ont moins de richesse ou par rapport à personnes qui ont telle ou telle croyance ou telle croyance politique, croyance sociale, croyance religieuse, croyance en termes de système de valeurs, d'organisation sociale, etc. Donc, il y a plein de motifs qui peuvent amener des gens à essayer de se réserver des droits et des privilèges, on pourrait dire, qu'ils n'accorderaient pas à tout le monde. Donc, Rawls, sur cette question-là, il va dire, ben, il existe des arguments, mais ça dépend toujours un peu des groupes d'intérêt. Même chose sur la question économique. Est-ce que les inégalités économiques sont acceptables? Bien, forcément, si on est le propriétaire d'une entreprise, on va probablement vouloir qu'il y ait le moins d'impôts possible. Si on est défavorisé, on va probablement vouloir recevoir de l'aide. Recevoir un soutien de l'État qui doit se financer d'une certaine façon. Donc, Rawls sait que ces questions-là ont été déjà traitées, mais en même temps, il remarque que souvent, les questions sont traitées en fonction de groupes d'intérêt ou de groupes d'appartenance. Donc, la nouveauté, ou en tout cas l'effort de Rawls avec cette théorie de la justice, ça va être d'essayer de développer une méthode pour assurer une certaine neutralité dans la réflexion. On regardera jusqu'à quel point c'est neutre ou ça ne l'est pas, mais on va d'abord faire un survol de l'approche de Rawls. Et ici, il va dire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'imaginer une espèce de méthode ou de procédure pour guider notre réflexion et qui ferait en sorte que notre réflexion serait guidée vers une certaine approche qui aurait plus de neutralité ou en tout cas qui nous obligerait à prendre distance par rapport à nos groupes d'intérêt ou nos appartenances, notre classe sociale, classe économique, etc. Donc là, ça va être l'idée d'une procédure parfaite. Donc, ce que vous avez dans les notes de cours, dans le bas de la page 42, vous avez ça. Donc, c'est l'idée pour Rawls d'essayer de se doter d'une procédure parfaite. Et il essaie, dans un premier temps, d'imaginer à quoi pourrait ressembler une procédure parfaite. Premier exemple qu'il utilise, c'est seulement uniquement un exemple là, pour essayer de débroussailler, c'est l'exemple du gâteau dans une fête d'enfants. Donc, je sais que j'ai eu des personnes parmi vous qui m'ont écrit pour dire dans les notes de cours que c'est marqué exemple du gâteau, c'est quoi? Bon, c'est ce que je vais vous dire là. Rawls se dit, supposons qu'on est à l'anniversaire
d'enfants, il y a plusieurs enfants réunis et supposons que tous les enfants aiment le sucre, tous les enfants présents à cette fête-là aiment le sucre, tous les enfants souhaitent avoir un morceau de gâteau et souhaitent avoir le morceau de gâteau le plus gros. Donc, supposons, Raj se dit, dans une situation comme ça, comment est-ce qu'on procède pour distribuer les morceaux de gâteau? Ben, on peut les couper soi-même, les distribuer, et forcément, on sait comment ça va finir. Il va y avoir une chicane entre les enfants parce qu'il va toujours en avoir un qui va avoir l'impression de n'avoir eu moins que les autres, à tort ou à raison, peu importe, il y en a un qui va avoir cette impression-là, que ce soit justifié ou non. Donc, Raj se dit, dans un cas comme ça, une fête d'enfants, à quoi pourrait ressembler une procédure qui serait plus parfaite? Et là, Raj se dit, ben, on pourrait imaginer une situation où tous les enfants qui sont là veulent avoir du gâteau, veulent avoir le plus gros morceau possible de gâteau et risquent de se sentir lésés s'ils ont l'impression, à tort ou à raison, d'avoir un morceau moins gros que les autres. Donc, Raj se dit, ben, dans un cas comme ça, une façon de procéder qui serait à peu près parfaite pour éviter les sentiments d'injustice, c'est toujours par rapport au sentiment de justice ou d'injustice ici, c'est-à-dire on pourrait confier à un des enfants, soit on le désigne, soit on tire au hasard, on peut tirer au hasard, c'est encore mieux, on pourrait confier à un des enfants le soin de couper les morceaux de gâteau. Et une fois qu'il a fini de couper les morceaux de gâteau, tous les autres enfants vont se servir et lui prend le morceau qui reste. Donc, supposons qu'il y a 10 enfants, ben, il coupe 10 morceaux de gâteau, les 9 autres vont chercher leur morceau, puis lui, à la fin, il prend celui qui reste. Ben, dans un cas comme ça, Raj se dit, cet enfant-là aurait probablement tout intérêt à essayer de couper les morceaux de la manière la plus égale possible, parce qu'il sait que tous les autres veulent le plus gros. Donc, s'il en met un plus gros que les autres, ils vont le prendre en premier. Et lui aussi aimerait avoir le plus gros. Donc, s'il en met un plus petit que les autres, comme il choisit en dernier, il va se ramasser avec le plus petit alors qu'il en voit un plus grand. Fait que là, Raj se dit, ben, dans un cas comme ça, fête d'enfant, si on donne le soin à un des enfants de couper les morceaux, puis c'est lui qui prend le dernier morceau qui reste, une fois que tout est terminé, mais qui voudrait avoir le plus gros, mais qui est le dernier à choisir finalement, ben, la méthode va être à peu près parfaite au sens où s'il se retrouve avec un morceau qu'il considère à tort ou à raison que ça le défavorise, il ne peut pas dire qu'il a été traité de façon injuste puisqu'il récolte tout simplement le fruit de sa décision dans la coupe des morceaux. Donc, voilà une application très, très pratique. Ensuite, dites pas que la philosophie, ça sert jamais à rien de concret. Prochaine fête d'enfants, vous allez pouvoir vous servir de Raj. Voilà. Donc, ici, c'est un cas où Raj se dit on aurait une procédure à peu près parfaite. Donc, Raj se dit est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de similaire pour essayer de guider la réflexion sur les deux questions de justice que j'ai évoquées tantôt? Et c'est là que Raj va développer l'idée d'une fiction. C'est vraiment un exercice de pensée, donc c'est fictif, c'est pas réel. Fiction d'une position originelle et d'un voile d'ignorance. Donc, c'est deux éléments qui vont servir à guider la réflexion. Donc, vous avez ça, note de cours, bas de la page 42 et page 43. Donc, la démarche de Raj, c'est deux éléments, fiction de la position originelle avec un voile d'ignorance. Donc, qu'est-ce que c'est que la fiction de la position originelle? C'est un exercice de pensée. Donc, l'exercice de pensée consiste tout simplement à se dire, supposons qu'on fait comme si on était à l'origine d'une nouvelle société, on établit les règles de justice, dont les règles sur les droits et libertés qu'on va accorder aux individus et les règles sur le traitement des inégalités sociales et économiques. Donc, les deux questions de Raj du début. Donc, fiction de la position originelle, supposons qu'on est en train de fonder une nouvelle société et qu'on peut repartir à neuf. L'objectif de cet exercice de pensée-là, c'est tout simplement que Raj se dit que ça va être plus simple pour la pensée
si on fait comme si on repartait à neuf plutôt que de réfléchir à partir des lois, des règles qui sont en vigueur au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Angleterre, etc., puis qu'on essaie de les réformer, ben, simplifions, essayons de faire comme si c'était à neuf sur ces questions-là. Le deuxième élément, c'est le principal élément, en fait, pour guider la réflexion, c'est celui du voile d'ignorance. On va dire, faisons l'exercice comme s'il y avait quelque chose qui était devant nous, qui allait voiler, dans le fond, tout ce qui fait notre identité propre. C'est-à-dire que on agit et on essaie d'établir les règles de la société en ayant des connaissances, en psychologie, en sociologie, en économie, en démographie, etc. Sauf que tout ce qui nous touche comme individu et qui fait notre identité, Rawls se dit, faisons comme si ces éléments-là, on est voilé. C'est comme s'il y avait un voile devant nous qui nous empêche de savoir qui on est dans cette société-là dont on forme les règles. Donc, est-ce qu'on va être jeune ou vieux? On ne le sait pas. Est-ce qu'on va être un homme ou une femme? On ne le sait pas. Est-ce qu'on va être un propriétaire d'entreprise, un salarié, un travailleur autonome, quelqu'un sur le chômage, quelqu'un sur l'assistance sociale, un étudiant, un retraité? Tout ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'on va être en pleine santé ou est-ce qu'on va avoir une maladie dégénérative ou une maladie chronique? Est-ce qu'on va avoir des bonnes facultés intellectuelles ou on va naître avec une trisomie, ou on va naître avec pas une maladie intellectuelle en tant que telle, pas un handicap intellectuel en tant que tel, mais avec des limitations? Ou au contraire, est-ce qu'on va avoir une très bonne mémoire, très bonne capacité intellectuelle, supérieure à la moyenne, dans la moyenne, inférieure par rapport à la moyenne? Quelle va être notre origine ethnique? Est-ce qu'on va habiter le territoire, la société, depuis 10 générations ou est-ce qu'on va être dans l'immigration récente? Est-ce qu'on va avoir des parents, une famille qui sont riches, pauvres, etc. Donc, finalement, tout ce qui fait qu'on est qui on est, ça, pour Rawls, il dit, faisons comme si on l'ignorait. Donc, formulé autrement, c'est la même méthode, mais formulé autrement, c'est comme si Rawls se disait, on établit les règles d'une nouvelle société, puis c'est comme si après ça, on disparaît, on réapparaît dans la société en faisant partie de cette société-là, mais quand on réapparaît, on ne sait pas si on est un bébé, un enfant, un adolescent, quelqu'un qui est sur le marché du travail, quelqu'un qui est à la retraite, jeune, vieux, on ne le sait pas, homme, femme, on ne le sait pas, notre orientation sexuelle, on ne le sait pas, notre richesse, notre pauvreté, on ne le sait pas, nos capacités intellectuelles, on ne le sait pas, nos valeurs, on ne les connaît pas, etc. Donc, toutes caractéristiques individuelles, on les ignore, mais on sait qu'il y a dans la société toute cette diversité-là. Donc, ça, c'est la méthode que va se donner Rawls pour essayer d'avoir une certaine neutralité. Donc, il va dire, supposons qu'on fait cet exercice-là, qu'on essaie de répondre aux deux questions de départ. Qu'est-ce qui devrait se produire? Rawls se dit, on devrait faire un peu comme l'enfant avec son morceau de gâteau. Que faisait l'enfant? Dans le fond, il essayait d'agir comme un égoïste, mais un égoïste rationnel. Égoïste, il voulait le plus gros morceau de gâteau, mais rationnel, il savait que si, puisqu'il choisissait en dernier, il avait intérêt à les couper de la manière la plus égale possible pour ne pas se ramasser avec le plus petit. Donc là, Rawls se dit, même chose, si on ne sait pas qui on va être, on doit considérer les différentes positions où on pourrait se retrouver pour essayer de faire en sorte que peu importe où on se retrouve, on soit finalement le moins défavorisé possible. Donc, pour Rawls, cette méthode-là, c'est tout simplement une espèce de guide pour essayer de le faire de manière plus neutre, plutôt que de réfléchir en fonction de nos intérêts individuels. Parce que si d'avance je sais que je vais avoir des bonnes capacités intellectuelles,
je serais peut-être pas soucieux nécessairement de ceux qui naissent avec un handicap. Alors que si je me dis, ah, je pourrais naître comme ça, c'est différent. Même chose si je sais d'avance que je vais naître, que je vais être dans cette société-là à l'âge de 23 ans, bon ben, ma préoccupation, c'est peut-être pas nécessairement de payer beaucoup d'impôts pour les soins de fin de vie. Mais si je sais que je vais naître à l'âge de 70 ans ou si j'ai 70 ans, peut-être que là, je vais vouloir meilleurs, qu'il y ait des meilleurs investissements pour ces soins-là. Donc, l'idée ici de RAL, c'est de dire, faisons comme si on devait réfléchir à ces questions-là sans savoir d'avance qui on va être. Donc, l'objectif ici pour RAL, c'est d'assurer une certaine neutralité. Il va ajouter 5 conditions que vous avez dans le bas, donc de la page 43. 5 conditions que RALS va ajouter, c'est tout simplement pour s'assurer qu'il y a une rigueur plus grande. Donc, je les regarde avec vous rapidement, mais déjà, vous pouvez vous mettre une note dans le bas de la page 43. Ce n'est pas ces 5 éléments-là les plus importants, mais premier élément, donc, il faut que les principes énoncés soient suffisamment généraux pour permettre une flexibilité d'application. L'objectif ici, c'est tout simplement d'éviter de se retrouver avec des principes de justice qui seraient tellement spécifiques dans la gestion économique, par exemple, qui ne pourraient pas s'adapter aux modifications sociales. Donc, Ralph se dit, on va formuler des principes qui vont être généraux, mais au moins qui vont pouvoir s'adapter en fonction des contextes sociaux qui peuvent changer avec le temps. Deuxième critère, c'est que l'application des principes doit pouvoir avoir une valeur universelle. Donc, ici, c'est le même principe ou le même raisonnement qu'il y avait chez Kant. Rawls s'inspire de Kant, ou en tout cas, il y a une approche déontologique comme Kant, c'est qu'il dit, ben, si on essaie de faire en sorte que les principes ont une valeur universelle ou peuvent prétendre ou tendre vers l'universalité, c'est toujours un peu contestable, là, ces choses-là, mais si on se donne ça comme visée, ça les rend plus solides. Ensuite, troisième principe, c'est qu'il se dit, bon, ben, les principes devraient pouvoir être publics, c'est-à-dire, il ne devrait pas avoir de problème à ce que tout le monde connaisse les principes de justice auxquels on va être soumis. Et quatrième élément dans les contraintes, c'est qu'ici, prévoyons d'avance un ordre de priorité entre les principes. Donc, il y a 2 questions au départ qui intéressent Rawls, quelle liberté et est-ce qu'on accepte les inégalités économiques, si oui, dans quelles conditions? Et Rawls se dit, ben, pensons tout de suite à voir, quand on va formuler les réponses à ces questions-là, les réponses vont être, dans le fond, des principes de justice qu'on va se donner, ou qu'on devrait se donner, là. Et il va se dire, ben, si on envisage qu'il peut parfois y avoir des situations où il y a conflit entre ces principes-là, prévoyons d'avance, dans le fond, un ordre de priorité pour les gérer. Et dernier critère que Rawls va se donner, c'est qu'il va dire, ben, faisons comme si les principes devaient être irrévocables. Cette contrainte-là, c'est tout simplement pour s'assurer, dans le fond, que la réflexion est faite de façon sérieuse. C'est qu'il va dire, si on fait comme si une fois qu'on avait adopté les principes, on ne pouvait plus les retirer, ben, ça assure un sérieux. Donc ça, c'est la méthode que Rawls se donne pour établir les principes de justice. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que cette méthode-là conduit Rawls aux 2 principes de justice qui répondent aux 2 questions qui se posaient au départ. Donc, j'ai arrêter ici pour cette capsule-là que je laisse davantage centrer sur la méthode et je reprends dans une autre capsule avec l'application de cette méthode-là à la première question, puis à la deuxième question pour voir comment est-ce que Rawls considère que ça conduit aux 2 principes de justice que je mentionnais rapidement tantôt. Donc, on poursuit dans une prochaine capsule.